Moi, je m'appelle Anaïs Gall, je suis artiste plasticienne et donc en ce moment, je suis en résidence sur plusieurs lieux à Saint-Denis. Donc c'est là où je vis et où je travaille principalement. Et j'ai eu vent d'ailleurs de cet appel à projet ici par le biais d'une résidence permanente dans laquelle je suis inscrite, au 6B, donc à Saint-Denis. Et j'ai proposé dans ce cadre à Thomas de venir travailler avec moi parce qu'il avait des sujets communs, des résonances communes entre le travail que je menais, notamment autour de l'eau, et toi aussi, tes recherches et ton travail portaient autour de l'eau. Oui, et du coup, moi, c'est Thomas. Bonjour. Je suis du coup artiste-chercheur, plutôt du documentaire et de la socio pour la recherche des sciences humaines. Et mon travail a connu un peu un tournant avec l'arrivée des IA génératives, dont on va peut-être rapidement parler parce qu'elle rentre en jeu dans la création de l'œuvre. Et du coup, mon sujet de recherche, ça porte vraiment sur les modes de vie, comment en fait la transition écologique nécessite qu'on change de mode de vie. On a déjà un peu parlé avec ce périph qui serait inondable et inondé, et comment du coup on peut imaginer tous ensemble ces modes de vie du futur. Et moi, ce que j'aimais bien dans cette coopération artistique, c'est que ça permettait à la fois d'aborder ce thème et puis de réfléchir à un peu un point de rencontre de nos deux formes qui sont la vidéo et l'installation. À une forme matérielle qui serait à même de présenter à la fois ce travail de recherche, mais de le rendre matériel, sensible, et de le donner à voir, pas forcément sous forme de livres ou de théories, mais aussi d'inviter les gens à toucher, à s'approcher, à écouter, donc en fait à recréer un rapport un peu sensible. Et tu l'as dit un petit peu, mais tu travailles autour de l'eau et sur la notion de papier en recyclant aussi d'une œuvre à l'autre. C'est intéressant. Ça, c'est en présentant l'œuvre en elle-même. Donc c'est un barrage qui a été fait à partir de matériaux de récupération. Donc il y a tout d'abord toute une structure en bois qu'on a créée ensemble avec Thomas et qui sert de structure autoportante, sur lequel on est venu comme un barrage, comme des petits castors, on va dire, ajouter des matériaux qui ont été récupérés. Donc il y a du bois qui vient donc du jardin du 6B, donc de l'atelier. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup faire dans mon travail, c'est amener des choses de mon lieu de travail ou de mon lieu de vie dans les installations que je crée, parce que je pense que y a un mélange de lieux, surtout que le 6B, c'est un endroit qui est aussi très proche du canal. Et donc ça a invité à la réflexion. Ensuite, il y a toute cette partie en papier, dont on peut voir le petit pointeur sur la droite, ces papiers-là. Ça, c'est une technique que je développe depuis quelques années, donc autour de papiers recyclés, qui sont recyclés avec l'eau des fleuves sur lesquels on travaille. Donc là, ça a été recyclé avec l'eau de la Seine. Donc c'est tout un processus et on a créé des pans qui viennent habiller aussi le barrage avec aussi des tissus de récupération. Voilà, un peu dans cet imaginaire que si on a un espace inondé, avec quelle chose on pourrait faire un barrage rapidement, des choses qu'on trouve soit dehors, soit dans nos lieux de travail, chez nous, des vêtements, ce genre de choses. Oui, on a été assez marqué dans le texte, à la fois de ce côté un peu coopération spontanée des habitants avec parfois des non-humains, parce qu'il est dit que un barrage a été fait avec un castor, et un peu du réalisme magique qui nous plaisait pas mal. Ouais. Et puis aussi, en fait, ça c'est revenu dans les entretiens, notamment des gens nous ont dit moi j'ai connu ça, inondation, et comment ça se passe ? Oui, on est solidaires, on va aider les uns les autres. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce matériau très brut pour pouvoir travailler un barrage par définition éphémère, parce qu'en papier, il n'allait pas tenir longtemps. Mais c'est un peu l'esprit du texte qu'on voulait traduire. Oui, et puis ça fait suite aussi à le premier projet autour de l'eau que j'avais créé avant de travailler avec Thomas, qui était une cabane, en fait, où j'avais écrit tout un texte justement sur ce rapport à l'eau et la manière dont on pourrait essayer d'aborder les fleuves ou de leur donner une voix, tout en les anthropomorphisant à minima. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça fait suite à des lectures, notamment Comment écrire la rivière, le Parlement de la Loire. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est tout un recueil de textes qui a été mené par Camille de Toledo et d'un parlement, de conférences, pour essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait donner des droits à des entités naturelles. Donc là, ils ont travaillé sur la Loire, notamment en cas de... on doit construire un barrage sur la Loire. Est-ce que la Loire a son mot à dire ?
ou non. Voilà, donc c'était plein de réflexions comme ça. Et je me suis dit que c'était assez intéressant de réfléchir à la manière dont on pouvait donner une voix à la rivière ou comment écrire la rivière. Donc ça a été un peu le premier point qui a donné lieu à cette cabane avec du papier justement. Et ces papiers-là qu'on retrouve dans le barrage, donc il y a aussi un recyclage d'une autre œuvre, voilà, vient nourrir ce travail-là. Donc c'est un peu de ce travail du canal de l'Ourcq qui va rejoindre la Seine. Donc il y a voilà, toute cette idée-là d'absorption, de projection. Et le barrage, c'est ce qu'on a pensé en premier, mais c'est ce qu'on a fait en dernier. Oui, finalement, on a fait d'abord les entretiens, la vidéo qui est projetée sur le barrage, et après, on a conçu en une semaine avec la matière qu'on avait récoltée. Et donc, je vous parlais d'IA générative. Donc, les IA pour intelligence artificielle, ce sont des nouvelles technologies, on va dire, qui permettent notamment, mais pas que, de générer des images. Et ça va avoir un lien pour la suite, vous allez voir. Mais d'abord, au départ, pour concevoir l'œuvre, en fait, on a commencé par générer une image pour se dire à quoi ça va ressembler. Image qu'a reçue le CIE et ses collaborateurs. Et en fait, pendant un temps, on avait cette image et c'était assez dur de se départir. On se disait, mais il faut que ça ressemble et tout, comment on va faire? Et donc, vous voyez, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs entre l'image à gauche et l'image à droite. Il y a des différences, évidemment. Mais en fait, ça nous a quand même un peu aidé pour se mettre d'accord sur certaines choses, imaginer ensemble. On peut dire que ça a un peu joué un rôle quand même dans la création. Oui. Et puis rien que pour avoir une idée de la forme globale, en fait, c'était comme une méthodologie de travail. En fait, quand on voit ces images, on peut les imaginer aussi comme faisant partie d'une méthodologie de travail. Il y a eu ces visuels et puis après la phase de récolte et une fois les éléments récoltés, les vrais éléments du barrage, on a adapté cette image-là avec les vraies matières, quoi, avec la réalité. Et donc l'œuvre est composée donc de matériaux recyclés et récupérés, de papier, d'une vidéo qui est projetée et qui montre un peu en accéléré les évolutions du fleuve et de l'architecture qui pourrait aller avec. Et au revers du barrage, côté pied au sec, si vous voulez, vous avez donc la possibilité d'écouter les entretiens qu'on a pu faire avec des riverains de la Seine. Entretiens qu'on a fait à l'aide de photolangage, donc d'images générées pour aider à l'entretien. Et qui pouvaient, comme celle-ci, du coup, permettre de se projeter dans un Paris inondé, mais aussi un Paris avec des crues. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont quand même beaucoup plus réagi aux crues qu'aux décrues. Oui, c'est vrai. Oui. On a eu beaucoup de retours là-dessus, oui, c'est vrai. Et je trouve ça intéressant là de les revoir parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on décèle en venant voir le barrage terminé. C'est un peu les dessous. Encore une fois, la méthodologie, c'est un peu une conférence où on présente tous nos outils en fait qui ont mené à la forme finale. Peut-être tu peux dire un peu comment tu les as. Oui, alors du coup, l'idée c'est d'avoir des images avant les entretiens pour aider les gens à réagir. Donc je suis reparti du texte et je me suis un petit peu forcé à un exercice de description parce qu'une intelligence artificielle pour générer une image, elle a besoin d'un texte. Donc là c'est un peu petit, mais vous avez un texte en anglais qui décrit cette image-là. Donc c'est, si je traduis rapidement, un portrait photographique d'un homme dans un bateau au milieu d'un marais, on retrouve cette notion de marais, rempli de plantes tropicales et de batraciens dans le quartier du Marais, à Paris, entouré de bâtiments haussmanniens, et après c'est des adjectifs pour qualifier le style de la photo. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on présente ce genre d'objet aux gens, en fait, il y a différents types de réactions. Et les gens, en fait, ils vont se fixer sur des détails. Et c'était assez drôle de voir des détails très différents d'une personne à l'autre. Ça peut être une image très positive pour une personne, et puis l'instant d'après, une image très négative. Surtout, tu sais, les deux images qu'on voit juste avant. L'image qui est en haut à droite, il y a beaucoup de personnes qui ont soit vu ça comme des images de guerre, c'est beaucoup revenu, des choses très négatives, et d'autres qui ont vu ça comme une lueur d'espoir, comme une... comme une bouffée ou un souffle, et c'était assez drôle de voir d'un entretien à l'autre le regard qui n'est pas du tout le même, en fait, ou la perception qu'on a de certains signes dans les images qui n'est pas du tout la même. Et du coup, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec cet exercice-là, c'est que finalement, le
le thème général n'était pas prédominant. Les personnes allaient pouvoir se projeter grâce à des détails. Par exemple, l'image à gauche, là, ici, certaines personnes disaient oui, c'est un nouveau mode de vie, c'est comme à Venise, finalement on a réussi à s'adapter, c'est génial, c'est optimiste. Puis il y avait d'autres personnes, la même image, c'était non, c'est le règne du capitalisme, on fait encore des points comme ça au café pour le travail. Ou l'image en bas à gauche, c'est Uber a trouvé un nouveau moyen de livrer des colis, ou Amazon. Enfin voilà, il y avait vraiment du pour et du contre dans chacune des images, chacune des réactions. Et du coup, le résultat, vous pouvez l'entendre derrière le barrage. Oui, tout à fait. Peut-être pour terminer, du coup, il y a une vidéo qui est donc projetée et qui a été elle aussi faite avec une intelligence artificielle et qui essaye de deviner, mais comme une intelligence artificielle peut le faire, les évolutions de l'eau et de l'architecture. Après, on va terminer parce qu'on est en retard. Juste pendant qu'on la lance, parce que moi, j'avoue, je suis complètement néophyte là-dessus, donc ça m'intrigue beaucoup. On décrit en texte et l'intelligence artificielle produit elle-même les images qu'on a. Ça s'appelle un prompt, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Et donc avec Anaïs, on s'est rencontrés à Artec, qui est une formation de Paris 8 et de Nanterre. Oui. Et l'année dernière, en fait, c'était sur l'imagination artificielle avec Grégory Chatonsky, qui est un artiste qui travaille beaucoup avec l'IA, et Yves Citon, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur le numérique. Voilà. Et donc, du coup, on voit l'évolution un peu en mode morphing, time-lapse, pour dire les années passent et finalement l'architecture suit le cours de l'eau. Il n'y a pas que décrire ce qu'on veut y voir, il y a d'autres critères pour réussir à faire des images. L'esthétique. Mais voilà, l'esthétique, il y a des réglages plus techniques. Mais en gros, oui, c'est ce qu'on demande, c'est d'écrire avec des mots. Et pour moi qui fais de l'image depuis une dizaine d'années, en fait, c'est assez désarmant. Parce que pendant des années, je me suis dit, l'image, c'est à part du langage. Et là, il y a quelque chose qui m'arrive en pleine poire, qui me dit, on peut faire des images à partir du langage. Du coup, en termes de théorie esthétique, c'est assez passionnant quand même. On ne fournit pas du tout à l'IA de mood board, enfin de cahier d'images de référence pour le nourrir un peu de votre univers. Alors, le mood board, il passera par les adjectifs, éventuellement, vous voulez rajouter pour décrire les styles de l'image. Il s'avère que cette vidéo, contrairement aux images que je vous ai montrées avant, je l'ai faite quand même en partant d'une image réelle. Et du coup, après, l'IA, elle hallucine un petit peu en fonction de l'image de départ et du coup de l'instruction en texte qui est le prompt. C'est très impressionnant. Et ces témoins, vous les avez trouvés où, comment, qui sont-ils? Les personnes qu'on a interrogées. Donc on est allé dans différents lieux. On a commencé par aller au bord du canal de l'Ourcq. Donc on a tous les deux avec Thomas beaucoup arpenté et qui était un peu à l'origine de notre binôme aussi sur nos affections autour de l'eau. Ça a commencé avec le canal de l'Ourcq, donc on est revenu aux sources. Et puis on a fait les passants du dimanche et on a interpellé les passants du dimanche en leur demandant s'ils avaient envie de répondre rapidement à quelques questions et puis en leur montrant ce photolangage. Il y a eu beaucoup de personnes différentes. Après, on a essayé de sélectionner un peu un panel large et représentatif. Et puis ensuite, on est allé aussi à l'université Paris 8 pour recueillir d'autres témoignages, à la fois d'étudiants, de personnel, pour créer une échelle, une diversité. Et on a fait une trentaine d'entretiens. En fait, l'idée, c'était pas de faire une étude sociologique non plus. Et puis surtout, après moi, au montage, si j'ai trop d'entretiens, on perd un peu. Alors que dans chaque histoire, finalement, il y avait une petite pépite à aller chercher. Voilà, c'est ça. Et c'était bien aussi de s'arrêter à un moment donné en se disant, on a assez de matière, on peut arrêter. Oui. Et alors, dans cette trentaine d'entretiens, est-ce qu'il y a une réaction qui vous a plus interpellé que les autres, qui vous a vraiment surprise ou qui vous a... J'ai retenu que, et après on a écouté ensemble, on a retenu que ce qui nous surprenait, que ce qui était bien de base. Ça. Mais il y a eu tellement de choses différentes en fait, tellement de points de vue, tellement d'avis différents, des gens qui avaient déjà connu des inondations, c'était assez fort. Même sur les objets que les gens prenaient, il y avait quand même beaucoup d'albums photos, mais de temps en temps il y a certains objets qui sont un peu plus originaux, un peu plus amusants, on va dire. Mais... Oui, donc pour clarifier, il y a deux boucles sonores, gauche-droite, l'une sur les objets que les gens prendraient si leur logement était inondé, et l'autre, comment ils se verraient s'adapter ou pas à une vie à Paris inondée. Et donc je disais précédemment que beaucoup de gens ont réagi au fait qu'il y avait beaucoup d'eau,
et beaucoup moins en fait au fait qu'il pouvait en manquer. Et pour moi, c'était étonnant parce que je me disais, ça fait plus peur la sécheresse que l'inondation. Et finalement, il y a un imaginaire quand même de l'inondation. Peut-être ça vient avec le déluge. Ou je crois que c'est aussi le fait de perdre ses affaires. De perdre ce qu'on connaît. Perdre son logement, avoir ses souvenirs perdus. Mais finalement, on imagine plus perdre ce qu'on possède que mourir de soif. Donc on est quand même dans un pays qui a des craintes à la hauteur de son niveau de richesse, quoi. Oui, très matériel. Alors que l'été passé, il y avait eu quand même plusieurs villes qui avaient manqué d'eau pendant plusieurs jours, d'eau potable. Donc c'était assez étonnant. Et l'autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est quand les gens précisent d'où ils parlent. Par exemple, il y avait quelqu'un qui disait moi, je peux pas partir de Paris parce que ma femme est malade et du coup, en fait, il y a des soins ici à Paris, donc non, je devrais m'adapter. Et donc, quand on a des choses comme ça, on se dit, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a une idée qui, comme ça, est transversale à tous les témoignages. C'est plutôt pour telle personne, qu'est-ce que ça représenterait si Paris était inondé. Il y a quelqu'un qui m'a dit moi j'ai lu dans un roman du 19e siècle que les gens ils partaient à la campagne quand il faisait trop chaud. Et après je le relance évidemment et puis il dit oui, j'avoue, c'est pour des classes aisées dont je fais partie, etc. Donc c'est intéressant quand les gens arrivent à dire un peu d'où ils parlent. Merci beaucoup et bravo. Merci.